Bonjour les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez été nombreux à le demander après des mois et des mois. Je me suis même fait harceler par un pigeon. Mais au final, le serveur Discord est disponible. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'ai aussi ouvert une deuxième chaîne consacrée au fitness. Donc pour ceux qui sont intéressés aussi, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Dans ma vidéo précédente, on avait parlé des attaques DOS et des DOS. Et je vous avais dit que je comptais faire une vidéo, enfin plusieurs vidéos, une série de vidéos sur lesquelles j'expliquais les différents types d'attaques. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avant, je tiens à vous rappeler que mes vidéos sont à but éducatif une fois de plus. Donc, je ne souhaite pas pousser les gens à hacker. Aujourd'hui, on va expliquer l'attaque, on va voir comment ça se passe, mais on le mènera sur un réseau local, donc un réseau qui est le mien, et la machine victime aussi sera une machine qui m'appartient. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. L'attaque dont on va parler aujourd'hui est le signe flou d'attaque. On verra qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que le protocole TCP, et on finira par un lab afin de montrer comment s'effectue l'attaque. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, vous savez qu'on identifie trois principales catégories dans le monde de l'attaque DOS et des DOS. On avait parlé de la catégorie d'attaque volumétrique, on avait parlé de l'attaque par protocole et celle qui affecte la couche application. Le signe flou d'attaque est une attaque qui figure dans la catégorie des attaques par protocole, durant laquelle le hacker va envahir le système avec un ensemble de requêtes SYN. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faudrait comprendre comment la communication s'effectue avec le protocole TCP. TCP signifiant Transmission Control Protocol est un protocole qui s'occupe de la transmission en réalité des données. Quand la communication s'effectue par Internet, il est associé au protocole IP, Internet Protocol, et c'est là qu'on parle de TCP/IP. Lors d'une communication TCP normale, on a deux personnes qui veulent communiquer ensemble. La première personne va envoyer une première requête SYN, une façon de dire hello, comment vas-tu, est-ce qu'on pourrait communiquer à travers le port 80, disons. La deuxième machine, elle va répondre avec une requête SYN-ACK pour accuser réception. Donc c'est une façon de dire j'ai bien reçu ton message, je suis ouvert sur le port 80, nous pouvons communiquer. Qu'est-ce qui devrait se passer normalement? Pour qu'il y ait communication, donc qu'il y ait transmission des données, il faudrait que la première machine réponde par une requête ACK pour dire c'est parti, on va commencer à discuter. Mais lors du signe flou d'attaque, c'est pas ce que va faire le hacker. Donc le hacker, lui, va envoyer la requête SYN. La machine victime va répondre par une requête SYN-ACK pour accuser réception. Mais cette fois-ci, le hacker, lui, ne va pas envoyer la requête ACK afin d'établir la connexion et de fermer le port. Il va continuer à envoyer des requêtes SYN, ce qui fera que la première machine est toujours en attente de la requête ACK pour la précédente communication afin de boucler la communication, mais ça ne va pas se faire. Du coup, le port il restera ouvert, et si d'autres applications voudraient utiliser ce port, ils pourront pas, donc le service sera mis en arrêt. Et si le hacker lui veut profiter de cette ouverture pour mener une deuxième attaque, ben il peut le faire. En théorie, ça peut vous paraître un petit peu flou, mais en pratique, on va voir ce que ça donne. Vous aurez une meilleure idée de ce que c'est que le signe flou d'attaque. Donc on y va. C'est parti. Pour la partie pratique, nous aurons deux machines, une équipée de Kali Linux et on travaillera avec l'outil Metasploit pour mener l'attaque. Et la partie de la victime, nous aurons un ordinateur équipé de Windows 7 avec l'outil Wireshark pour pouvoir identifier, enfin pour pouvoir se rendre compte de l'attaque, filtrer les paquets TCP et voir l'attaque en live. Pour ouvrir Metasploit, on va taper la commande msf console pour le lancer. Donc là, il est déjà lancé et on peut accéder à l'outil pour mener l'attaque SYN-FLOOD en tapant la commande use auxiliary. On tape DOS, TCP, SYN-FLOOD et voilà. On y est. On peut voir les options. Comme vous pouvez voir là, AirHost, c'est la machine de la victime. Alors quand une attaque DOS ou DDoS s'effectue, n'imaginez pas que c'est comme une bombe que vous envoyez. N'imaginez pas que c'est une grosse bombe que vous envoyez sur le serveur qui va tout détruire. Non. En réalité, ce qui se passe, vous allez attaquer, le hacker va attaquer, il va cibler une interface déjà. L'interface qui a une adresse IP. Donc il va cibler une interface, il va cibler un service, un port. Il y a plusieurs ports qui est utilisé par la machine, il y a plusieurs services. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois plusieurs personnes, il est arrivé de voir des vidéos sur internet, des personnes qui font l'attaque. Par exemple, ils font une attaque DOS sur le port 21.
Le port 21 qui est utilisé par le protocole FTP pour le transfert des fichiers. Et ils disent oui, j'ai mené l'attaque DOS, mais la personne a quand même accès à Internet. C'est tout à fait normal, tu as attaqué le port 21, tu n'as pas attaqué le port 80 ou le port 443. C'est normal que la personne puisse accéder à Internet, c'est normal qu'elle puisse accéder au site Internet. Le plus important en sécurité informatique, et notamment dans le monde du pentesting, c'est maîtriser les protocoles et les ports. D'ailleurs, un hacker, c'est ça en réalité, c'est une personne qui maîtrise les protocoles, les ports et quelques langages. On va définir l'adresse IP de la victime. L'avantage, c'est que je suis sur une machine sur un lab, donc je peux avoir facilement l'adresse IP. Sinon, j'aurais scanné le réseau avec EtherCAP par exemple. J'aurais pu mener un ARP poisoning et obtenir aussi l'adresse IP de la victime. Je vais l'entrer 7rhost 172.16.96.139. Avant même de mener l'attaque, il faut déjà qu'on puisse pinguer même. J'ai même oublié de vous le dire. Le ping est très important. Si vous ne pinguez pas avec une machine, si vous n'arrivez pas à communiquer avec une machine, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur le même réseau, soit il y a un souci au niveau de la communication. Donc vous ne pouvez pas interagir avec cette machine. Là c'est bon, on ping très bien avec la machine, donc on peut continuer. Le port par défaut est le port 80. On va spoofer une adresse IP, c'est-à-dire on va définir une adresse IP qui va s'afficher chez la victime comme étant l'adresse IP source, c'est-à-dire étant la machine qui lui envoie toutes ces requêtes. Donc je vais mettre le 69 par exemple, je vais faire show option et vous verrez que voilà, on a bien configuré l'adresse IP de la victime et l'adresse IP source. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je vais accéder d'abord à l'outil use auxiliary DOS TCP SYN 7rhost. Je définis l'adresse IP de la victime 96.139. Je définis une adresse IP qui va s'afficher chez la victime, n'importe laquelle, hein, je peux. Mais évidemment, pour faire plus crédible, on va mettre une adresse IP qui est sur le même réseau. Ici étant avec un masque de /24, donc c'est cette partie qui définit la partie réseau et cette partie qui définit la partie machine. Pour ceux évidemment qui ont quelques notions en réseau. Avant d'exploiter l'attaque, on va voir le comportement de la machine victime pour le moment. Si on fait un tri, voilà, on va lancer le sniffing avec le protocole TCP. On voit que tout est en ordre ici, il n'y a pas de flux en ce moment. Et là, on va mener l'attaque pour voir ce que ça donne. Je vais mener 2 fois l'attaque. Et on vérifie maintenant du côté de la victime. Comme vous pouvez le voir, là, il y a les paquets qui sont en train d'entrer, les requêtes SYN. Et vous voyez, il n'y a que des requêtes SYN, c'est-à-dire à aucun moment la machine de la victime envoie une requête hack afin de clôturer la discussion, afin de lui dire c'est bon, nous avons fini de communiquer, ou c'est bon, nous avons transféré les données, nous pouvons transférer les données. Et si vous vérifiez l'adresse IP source, vous voyez que là c'est le 69 et le 80 qui apparaît. Donc à aucun moment notre adresse IP n'apparaît du côté de la victime. Donc il peut pas nous retracer, il peut pas voir que c'est nous en réalité qui lui envoyons toutes ces requêtes. Quelles conséquences peuvent avoir ce genre d'attaque? Là, en ce moment même, le port il est ouvert, le port il est utilisé. Donc si d'autres services, d'autres applications veulent utiliser le port 80, ils peuvent pas. Donc ça met en arrêt les services, les autres services. Le deuxième inconvénient, c'est que le port il est ouvert. Donc si le hacker veut mener une deuxième attaque à travers ce port, il peut le faire. Je pense que là, en voyant le TP, vous avez bien pu comprendre de comment s'effectuer une SYN-FLOOD attaque. Là, on était sur un réseau LAN, mais même sur le réseau sur Internet, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, c'est avec des requêtes SYN. Si cette vidéo vous a plu,
hackez-moi les pouces bleus. Si ce genre de vidéo vous plaise, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres attaques. Par exemple, ICMP, Flood, vous avez le Ping of Dead. Il y a plusieurs types d'attaques DOS ou des DOS assez intéressantes sur lesquelles je pourrais effectuer des labs. Vous posez certainement la question à savoir comment éviter ce type d'attaque. C'est le pare-feu normalement, c'est le pare-feu qui est censé jouer ce rôle. Ici, c'est le pare-feu qui fait défaut. Donc, c'est le pare-feu qui est censé trier. Peut-être au début, il va accepter les requêtes. Pour lui, c'est un flux normal, mais quand il va voir qu'il y a un nombre de paquets assez énorme qui viennent de la même adresse IP, là il devrait se poser les questions et il devrait bloquer toutes ces requêtes. Donc c'est faire les mises à jour sur le pare-feu et définir des règles d'entrée et de sortie sur le pare-feu, mais ça c'est si vous configurez un pare-feu. D'ailleurs au moment même où je vous parle, le pare-feu a commencé à faire son boulot. Donc comme vous pouvez voir, il est en train de bloquer toutes les requêtes. Il s'est rendu compte que voilà, c'était des requêtes qui sont anormales, un flux assez étonnant qui proviennent de ces deux adresses IP. Donc il a commencé à filtrer et à bloquer certaines requêtes. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, objectif 100 000 abonnés cette année. Prenez soin de vous. Allez, ciao.